Bonsoir à tous. Merci de venir assister à cet exposé. Merci à la SFA, merci Karim de m'avoir invité. Pour une année qui s'appelle Une saison française, je crois. Donc, qui donne l'occasion de parler finalement de la France, et ce qui m'intéresse, puisqu'on construit des bâtiments en France, un peu partout en France, et les éléments marrons là sur la carte. Et donc je vais vous présenter quelques projets qu'on a fait, ça, pas en présenter trop, juste quelques-uns. Et à travers ces projets, ça va me permettre également de parler de la géographie des sites, de parler de la matérialité physique de ces sites, parler aussi de l'histoire, parler des savoir-faire, et puis aussi parler de l'atmosphère, des ambiances qui peuvent s'y dégager. Alors, voilà quelques projets qu'on a réalisés sur des sites différents. Peut-être la singularité de ces projets, c'est qu'en fait, aucun ne se ressemble, hein, ni dans les plans, ni dans la forme construite, ni dans les matériaux. En revanche, ils ont tous quelque chose à voir avec le site sur lequel ils sont construits. Donc, c'est un peu de ça dont je voudrais parler ce soir, c'est le rapport de ces projets sous différents thèmes avec leur territoire et leur site. Ça, c'est une belle carte de la France où on voit les départements où on a construit et puis les cours d'eau finalement qui traversent ces départements. Si je les cite, il y a l'Ille-et-Vilaine, les Yvelines, la Seine-Saint-Denis, le Rhône, le Loiret, la Gironde, la Haute-Garonne, l'Isère, la Loire, le Bas-Rhin. En fait, que des noms de cours d'eau, mais qui ont quand même leur importance dans le travail des projets qu'on fait, c'est-à-dire que ces cours d'eau, ils façonnent le territoire, ils donnent la couleur des lieux, et puis ils transportent aussi les matières premières. Alors, la démarche un petit peu des projets que je vais vous présenter, c'est pas à la recherche du temps perdu, hein, c'est pas ça, c'est plutôt comment utiliser un matériau qui correspond au climat, avec du site sur lequel il est construit. C'est comment limiter les transports en utilisant des ressources locales. C'est comment maintenir des savoir-faire d'artisans ou d'entreprises qui travaillent dans des régions particulières. C'est également comment faire pour que les projets ne se ressemblent pas du nord au sud de la France. Ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille, c'est que chaque région, chaque site a ses spécificités et souvent les projets sont un peu partout les mêmes quand même, faut le dire. Et on essaye de leur donner leurs caractéristiques liées au territoire sur lequel ils sont construits. Et puis c'est enfin une manière de lutter, d'éviter finalement la banalité des projets et puis essayer d'éviter aussi l'obsolescence de ces projets. Alors, je vais peut-être présenter deux projets qui parlent de ressources locales, qui sont assez caractéristiques de ce thème-là. Donc le premier à Lyon, il y en a quelques-uns à Lyon, forcément l'agence est basée à Lyon, donc on travaille beaucoup à Lyon, mais maintenant l'activité est peut-être plus en France qu'à Lyon même. On a eu affaire il y a quelques années à un tunnel entre le Rhône et la Saône, un tunnel mode doux puisque il devait être utilisé comme sortie de secours d'un tunnel existant. Et le travail qu'on a mené, c'était comment essayer de détourner le côté, voirie, hein, le côté voirie, et transformer ce projet en plutôt un projet de territoire ancré dans le site, et qu'on n'ait pas le côté infrastructure hein, que l'on trouve dans les tunnels, les entrées de tunnels, etc. Donc le sujet n'est pas simple parce que c'est souvent des grosses entreprises qui font ça, et donc les têtes de tunnel, c'était le travail qu'on devait faire, elles sont souvent en béton parce que c'est des maçons de très grande taille qui réalisent ces ouvrages. Ça, c'est la tête qui existait en béton. Alors, on en connaît, hein, il y a des styles modernes, il y a des styles plutôt plus anciens, plus ou moins habiles, mais qui sont intéressants. Et on a, nous, essayé de
Et on a fait passer à l'entreprise et à la ville qu'il serait plus intéressant de travailler avec une pierre locale, faire des entrées de tunnels en pierre plutôt qu'en béton qui, encore une fois, donne ce côté infrastructure routière alors que c'est un tunnel en centre-ville, quoi. Alors, ce que l'on fait souvent, on travaille sur une carte des ressources. En fait, on regarde ce qu'il y a autour du projet, plus ou moins loin, et qu'est-ce qu'on pourrait utiliser comme matière à proximité du site. Donc, sur cette carte des ressources, Lyon est ici. On s'est dit finalement, on pourrait essayer de travailler avec une pierre de la vallée du Rhône pour la tête Rhône, et une pierre de la vallée de la Saône pour la tête Saône. Donc il y a des carrières bien connues, carrières de Villebois à Lyon, côté du Rhône, qui ont fabriqué une partie des bâtiments à Lyon. Et puis sur la Saône, c'est plutôt le Comblanchien, qui est un peu plus ocre, et qui aussi fait une partie des bâtiments qu'on voit le long de la Saône. Donc on s'est dit, si on peut ramener finalement ces carrières, ces matières et leurs couleurs pour traiter les têtes, on modifiera la perception de ce tunnel autoroutier, ou en tout cas routier. Donc voilà, ça c'était les prototypes qu'on avait fait. Donc on voit la pierre de Corton, Comblanchien, qui est beaucoup plus ocre, hein, et toutes les pierres et les bâtiments le long de la Saône ont plus cette couleur-là, cette tonalité-là. Donc ça, c'est des moellons qui sont chassés parce que la forme est plutôt courbe. Et puis du côté Rhône, c'est une pierre beaucoup plus grise qu'on voit ici, qui est la pierre de Villebois, et qu'on a utilisée pour fabriquer la tête. Voilà, quand on regarde cette image, voilà, les cours d'eau ont une couleur liée aux matières premières qu'on trouve en amont et qui sont véhiculées par ces cours d'eau et qui donnent la couleur des bâtiments, puisque c'est les matières premières qui ont été utilisées pour les construire. Donc je montrerai que ça du projet, hein. Voilà la carrière ici de Corton sur la vallée de la Saône. On voit cette pierre jaune finalement qu'on a utilisée pour fabriquer voilà, ce deuxième tunnel en centre-ville, encore une fois. Et puis la carrière de Villebois plus grise qui a servi à dessiner cette entrée du tunnel côté Rhône avec des grandes pierres de 3 mètres par 3. Donc voilà un projet ressources locales, voilà, mais assez caractéristiques et qui parle un peu des rivières qui bordent la ville. Alors, on a un deuxième projet, pas très loin, qui parle aussi de ce sujet-là, des ressources locales, qui est la pointe de la presqu'île à Lyon. Hein. Donc, il y a le Rhône d'un côté, la Saône de l'autre, et il y a 30 ans, était à cet emplacement-là le marché des mines, le marché d'intérêt national. Ce sont ces petits bâtiments qu'on voit ici en longueur. Et donc ce marché de gros a disparu, a été déplacé pour en faire un vrai quartier, le quartier Lyon-Confluence que vous connaissez, on en a parlé. Voilà ce que c'est aujourd'hui. Donc ça pose quand même cette image, la question des entrées de ville. Voilà, est-ce que c'est vraiment nécessaire de faire une architecture démonstrative sur les entrées de ville? Bon, c'est un autre débat. En tout cas, c'est Herzog et Demeron qui s'est occupé du master plan, et l'intelligence du master plan, ça a été de conserver finalement des parties de ces bâtiments du marché de gros et les utiliser pour les nouveaux îlots. Et puis, il y a une partie des nouveaux îlots qui ne bénéficient pas de ces petits bâtiments. Et dans le cahier des charges, il était demandé que chaque nouvel îlot puisse fabriquer un bâtiment pas très haut, rez-de-chaussée plus 2 étages, hein, comme ces bâtiments-là, un bâtiment qui soit vertueux, qui soit bas carbone et qui puisse faire l'objet d'une recherche particulière. Donc, ayant gagné un de ces îlots, on s'est attaché à faire un de ces bâtiments particuliers. Et moi, ayant vécu une enfance à Lyon dans une maison pisée, je sais que c'est un des matériaux vraiment très spécifiques à cette région, la région de Lyon et autour, le pisé, qu'on ne trouve pas ailleurs. Hein. Dans le nord, c'est plutôt le torchis et c'est de la daube dans le sud-ouest. Le pisé, il est vraiment concentré dans cette région autour de Lyon. Mais ce matériau a été interdit en centre-ville de Lyon à partir de 1856.
date à laquelle il y a eu des grandes crues qui ont emporté une partie des bâtiments pisés qui étaient le long de la Saône et du Rhône. Il y avait à peu près un tiers des bâtiments qui étaient en pisé dans la ville historique à Lyon. On ne voit pas trop parce que souvent ils étaient enduits, mais c'est une ville faite de beaucoup de bâtiments en pisé. Donc, par décret impérial, le pisé était interdit jusqu'à ce que l'on intervienne finalement, puisqu'il n'y a pas eu d'autres bâtiments pisés, je parle dans le centre de Lyon. Il y en a eu beaucoup dans la région autour, mais pas dans le centre historique. Alors, ça nous a intéressé à double titre, c'est que c'est un matériau local qu'on trouve à côté, mais aussi de l'utiliser dans un contexte ordinaire finalement d'une ZAC, avec un promoteur, avec un aménageur, et avec une économie de projet, un planning, et essayer de démontrer qu'on pouvait utiliser ce matériau aujourd'hui pour la construction dans une économie normale, dans une fabrication normale de la ville. Ça, si on resserre un peu la carte, ça c'est une carte où on trouve le pisé. Donc c'est assez précis la localisation de ce matériau. Et certaines terres sont faites pour rester apparentes, donc on voit la terre de l'extérieur, et d'autres sont faites pour être protégées. Donc il y a des enduits par-dessus. Donc nous, on souhaitait un bâtiment où on puisse voir la terre, donc il faut vraiment caractériser, trouver la terre. 5 km à côté, elle n'est peut-être pas adaptée pour la construction. Donc il faut vraiment avoir quelqu'un qui caractérise cette terre. Et donc pareil, on a regardé sur notre carte des ressources que l'on fait. Et juste à côté de Lyon, Saint-Quentin-Falavier, 30 km du site, il y a cette terre avec laquelle on peut fabriquer un bâtiment. Donc la matière première se trouve là, à 30 km. Après, quand on fait du pisé, on dit toujours qu'il faut des bonnes bottes et un bon chapeau. Donc on a utilisé de la pierre qu'on allait chercher à Hauteville, pas très loin, à 90 km, qui ont confectionné la base du bâtiment et puis les couvertines qui le protègent. Donc voilà, 30 km, 90, on n'est pas très loin. Et puis voilà une photo du site. Saint-Quentin-Falavier, on a récupéré de la terre d'une ancienne plateforme logistique où on avait fait une excavation, un gros tas de terre. Elle était bonne pour la construction, on l'a juste récupérée. Donc la matière première, on a même aidé l'entreprise à lui évacuer, en gros. Et puis ça, c'était des tests qu'on avait fait en amont sur d'autres terres qui n'étaient pas bonnes, propres à la construction. Alors, qu'est-ce qu'on a fait pour ce projet, donc, qui devait être 2 étages, assez bas? On a souhaité donner un caractère un peu particulier en disant, c'est des bureaux qui étaient demandés. On a dit, si on dessinait plutôt une sorte d'orangerie, ça changerait un peu la perception de l'îlot, on aurait quelque chose qui soit un peu différent. En plus, si on peut le faire avec ce matériau de la terre, on a un bâtiment assez particulier. Or, les voûtes en pisé, ça n'existe pas en fait, ça se fait pas du tout, et ça c'est un peu le manque de connaissance du matériau en amont, et peut-être une précipitation dans les études de concours, mais il y avait quand même une intuition que la chose était possible. Et en travaillant avec des spécialistes du pisé, finalement, on est arrivé à une préfabrication des blocs de pisé, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas damés comme on coule du béton, mais c'est des blocs préfabriqués à pied d'œuvre et puis qui sont montés les uns au-dessus des autres. Et pour faire les arches, ce sont des clés de voûte, finalement, en terre, qui permettent la réalisation de l'ouvrage. Donc, on a dessiné donc, ces arches en terre, avec des planchers en bois, qu'on voit ici en plan. Là, le vrai tour de force de ce bâtiment, c'est d'avoir fait des arches en terre et que les planchers en bois portent sur le pisé, portent sur les murs en terre. Il n'y a pas d'évis technique, il n'y a pas de DTU, il n'y a aucune norme dessus, donc on est tous obligés de travailler avec des bureaux de contrôle. Donc faire cette disposition millénaire, qui existe depuis plus de 1000 ans, est interdite aujourd'hui et il faut le démontrer avec beaucoup d'efforts parce qu'il y a des lobbies du béton qui ne sont pas encore prêts à donner des possibilités de construction à la filière de la terre. Bon, avec beaucoup d'efforts, on a continué le projet, on a dessiné, fabriqué une maquette avec numéroté chaque bloc de pisé. On a fait 6 moules pour réaliser 256 blocs finalement qui forment le bâtiment. Chaque bloc a été testé à la compression avec le NTPE qui nous ont accompagnés sur le projet.
Et puis on est arrivé un jour avec nos 600 mètres cubes de terre qu'on a déposés. On nous a laissé un petit terrain pour déposer la terre. 600 mètres cubes de terre devant les yeux un peu ébahis de Bouygues, Eiffage et Vinci. Qu'est-ce qu'ils font là? Donc nous on était arrivés avec une entreprise de 5 personnes qui avait été retenue pour réaliser le projet. 5 personnes parce que aucune autre entreprise avait voulu répondre, trop particulier, trop compliqué, et puis manque de savoir-faire finalement. Donc, on a posé notre terre et puis on a préfabriqué un peu à l'avance quelques blocs les plus fragiles, ceux de la base et ceux du sommet. On les a laissés sécher pendant 6 mois avec un petit chapeau. Et puis, on est allé dans la carrière de Hauteville aller chercher la pierre. Alors, on n'avait pas non plus des budgets énormes. Donc, à Hauteville, ils nous ont proposé une pierre bicolore en disant celle-ci, elle est moitié prix parce qu'il y a 2 couleurs différentes. Alors, nous, on a trouvé ça très beau. On a récupéré cette pierre et on a pu faire commencer le projet avec cette base en pierre massive et puis ces blocs que l'on voit là qui sont posés. Alors, il n'y a pas de fondation, c'est simplement une longrine au sol. Après, on pose les pierres massives et ces blocs de pisé viennent se mettre les uns après les autres comme des grandes pierres finalement. Donc, on est un bâtiment zéro carbone. Hein. On a la terre à côté, on n'a fait que 30 km, on a la pierre qui a 90 km, on les a amenés, et on a zéro béton, on a des planchers en bois français. La couvertine, on a trouvé un petit détail d'assemblage en Z, parce que ici, il y a le moindre eau qui arrive sur la terre, c'est assez dramatique. Donc ce système-là pose la couvertine en pierre. Bon, on a testé, l'eau ne s'infiltre pas. Et puis voilà les 14 arches, hein, il y en a 5 de chaque côté et 2 sur les petits qui sont formés avec les planchers en bois que l'on voit. Cet immeuble qui fait partie d'un îlot, donc justement, voilà le bâtiment dans son contexte avec des immeubles tout autour. Les menuiseries sont en bois, hein, la fermeture des arches est faite avec des grandes menuiseries en bois qu'on voit ici. Et puis le décalage qu'on voit là, c'est les épaisseurs de murs hein, qui varient entre le rez-de-chaussée et la partie haute. Donc là, on voit l'épaisseur de ces murs. Hein, on a des murs de 80 cm d'épaisseur, ce qui donne une sorte de massivité au bâtiment. Ça, c'est mon entreprise de Pisé. Voilà, il s'appelle Le Pisé, où il y a Nicolas Meunier ici, son fils et 3 personnes. Voilà, ils ont fait tout l'ouvrage à eux, simplement. Et donc là aussi, on peut rendre hommage à des artisans d'exception. Le travail du Pisé, il se fait au millimètre, c'est-à-dire que la tolérance est c'est le millimètre. Donc le Pisé, la pierre, il n'y a aucune différence, tout est aligné. Les maçons à côté, la tolérance c'est le centimètre, c'est 2 cm. Donc on est beaucoup plus précis avec les artisans et des matériaux, disons, naturels que les maçons d'à côté. Voilà ce bâtiment dans un jardin, il donne sur une cour hein, qui est plantée côté intérieur. Les intérieurs, c'est des grands plateaux avec plancher en bois, plafond en bois et grandes ouvertures. Et puis on a pisé intérieur-extérieur. Ce matériau ne demande pas d'isolation intérieure, on l'utilise fini, hein, les blocs sont finis entre l'intérieur et l'extérieur. Il y a une inertie énorme, il y a un grand confort l'été. Moi, ayant vécu près de 18 ans dans une maison en Pisé, j'ai jamais eu chaud l'été, il faisait toujours frais dans cette maison. Voilà, et ça, j'aime bien montrer cette photo qui est particulière, où on voit le projet dans son contexte, et on s'aperçoit quand même qu'avoir un bâtiment monomatériau en terre et planté, on a une toiture accessible plantée, dans cet environnement, finalement, ça fait du bien quand même à l'îlot, à ce qui se passe autour, et que la perception générale de l'îlot en est changée. Alors, un petit projet sur le savoir-faire, qui est aussi un thème que l'on trouve assez riche et porteur, qui est un projet toujours à Lyon, qui est un projet à la Pardieu, c'est un quartier tertiaire de la ville de Lyon, avec là l'urbanisme d'Elfand qui parlait du style de la Pardieu, quartier qui a été formé sur des anciens marécages et des anciennes casernes. Enfin bref, c'est un quartier des années 60, architecture moderne comme on connaît, avec des bâtiments
plus ou moins de bonne qualité, certains de très bonne qualité. Et il y a eu un travail assez particulier entre les architectes et les ingénieurs, en fait. Il y a eu des architectes comme Zumbrunner qui ont travaillé avec des très bons ingénieurs. Il y a eu des entreprises comme l'Avenir qui ont réalisé des ouvrages assez particuliers, de très bonne qualité, avec des grandes portées, etc. Et finalement, il y a un style des bâtiments qui s'est créé entre les architectes, entre structure et architecture, finalement. Et puis un savoir-faire assez particulier avec, je disais, ces portées importantes et des éléments préfabriqués de très grande qualité. Donc finalement, on s'est dit, dans ce contexte-là, on a eu à construire un bâtiment, toujours sur ce même thème, hein, ça c'est des bâtiments qu'on avait dans les années 70, qui avaient aussi des formes assez simples, et puis les bâtiments que l'on voit aujourd'hui sont un peu plus compliqués. Donc forme simple, grande ingénierie. Quelques références, c'est un bâtiment qu'a réalisé Gimbert et Vergelli en 1970, qui était le siège de la communauté urbaine. Une prouesse un peu technique avec des planchers métalliques suspendus à des poutres en partie haute. Et avec les mêmes ingénieurs, il y a le musée de Zirfus là, qui a été fait avec des bétons assez extraordinaires. Donc il y a quand même une culture de ce béton des entreprises d'ingénieurs. Et on a voulu essayer de poursuivre ce sujet-là, qui est quand même assez intéressant, au-delà du style. Mais le style est forcément lié à cette structure, quoi. Il y a un rapport entre architecture et structure. Voilà, ça, c'est les différentes façades qu'on trouve à la Part-Dieu, qui ont en fait pas bougé, qui sont de très grande qualité, avec des éléments préfabriqués qui ont été très bien conçus. Alors, c'est l'AUC qui est urbaniste de ce secteur, et qui fait un travail assez remarquable et voulait même faire un patrimoine Part-Dieu, hein, comme un patrimoine mondial, et de définir les bâtiments remarquables et d'en faire un patrimoine Part-Dieu. Donc, c'est pour dire qu'il y a quand même une qualité de certains de ces bâtiments qui est importante. Et donc nous, on a eu à construire un immeuble de bureau ici, en relation avec une barre, la barre de Zumbrunner, 200 mètres de long, 15 étages en hauteur. Et voilà, construire au pied de cette barre un immeuble de bureau. Donc, dans ce thème-là, on s'est dit, on va travailler en continuité avec cette histoire de la Part-Dieu, avec ce côté ingénierie et architecture, et ça nous intéresse. Et on a dessiné un plan avec une forme assez simple, deux noyaux de distribution verticale et un travail sur la structure, en essayant de travailler sur une double structure avec un poteau à l'intérieur et un poteau à l'extérieur, de manière à réduire les poteaux à l'intérieur du bâtiment, faire des petits poteaux finalement en périphérie intérieure et les doubler structurellement à l'extérieur. Toujours un sujet des poteaux dans les bureaux qui sont toujours un peu gênants. Donc on a développé le côté ingénierie sur ce thème-là, avec les poteaux intérieurs qui se trouvent ici, il y a une isolation et puis un poteau extérieur, ils sont attachés l'un à l'autre avec des goujons. Et puis donc cette structure finalement, elle se lie en façade, c'est une sorte de grille finalement, on l'appelait même le Zumbrunner, le bâtiment, que l'on a voulu en dialogue avec cette barre de Zumbrunner derrière. Voilà une partie du bâtiment réalisée avec un béton qui est un petit peu jaune, qui reprend un peu le bâtiment d'à côté. Voilà un bâtiment de bureau qui est assez simple, avec cet effort de structure, d'ingénierie, avec un socle actif sur l'ensemble du projet, ce qu'on retrouve sur différents bâtiments neufs maintenant à la Part-Dieu, et puis le dialogue que l'on fait entre cette barre de Zumbrunner et nos nouveaux bâtiments dans les couleurs et dans la structure visible. Voilà à l'intérieur le hall d'entrée de ce bâtiment avec des grandes portées puisque les deux cages sont de part et d'autre. L'objet de cette séparation des cages, c'est pouvoir aller voir un patio qui se trouve au rez-de-chaussée plus loin. Aujourd'hui, c'est donc le siège d'Action Logement. Alors, ça c'était un thème du savoir-faire. Il y a quelques projets qu'on a réalisés sur l'histoire des lieux, qui est aussi un thème qu'on retrouve sur certains de nos projets. Et on travaille aujourd'hui sur le village des athlètes pour les Jeux Olympiques en 2024.
Donc voilà en 2024 ce que sera le secteur de Saint-Ouen et Saint-Denis. Un nouveau quartier, donc pas loin du Stade de France. Tour Pleyel est ici. Et on a en charge de travailler sur une partie des bâtiments à Saint-Denis et d'en faire la coordination architecturale. Ce qui est un sujet pas simple compte tenu des enjeux, des délais et puis de la condition nouveau quartier, puisque bien un quartier héritage qui est en train d'être fait, un quartier pour l'avenir et qui serait utilisé simplement un mois pour accueillir les athlètes pour les Jeux Olympiques. Donc ce site, c'est un ancien site industriel de centrale électrique qui était, où il y a des grandes halles qui sont toujours là. Il y a la halle Maxwell, il y a le bâtiment Copernic, il y a la rue Ampère, donc il y a vraiment cette histoire de l'électricité, finalement, de centrale électrique. Et la grande centrale, ici, là, c'est aujourd'hui la Cité du Cinéma, qui est ici. Donc Dominique Perrault, qui était l'urbaniste général de ce secteur, comme on le voit ici, tous les bâtiments sont perpendiculaires à la Seine, et il a défini deux typologies, une pour Saint-Ouen qui sont des petites tours, et qui font des îlots perpendiculaires à la Seine, et puis côté Saint-Denis, c'est des grands îlots à cour, avec des dimensions importantes, là on a 200 mètres environ, et 60 mètres sur le côté. Donc c'est des échelles très importantes, mais avec voilà, ce caractère parallèle aux grandes halles et qui viennent donner pignon sur la Seine, qui est un peu le fil conducteur du village. Voilà, donc nous on avait 65 000 m² à réaliser, donc on est 5 architectes, et en faire la coordination architecturale. Qu'est-ce qu'on fait dans des situations assez denses quand même, sur des grandes dimensions? Donc on est à côté de cette halle Maxwell qui est existante, et bon, le premier, voilà cette halle Maxwell qui est comme ça aujourd'hui, donc elle va être transformée en équipement public, etc. Pour la suite, et on a tout de suite voulu travailler avec cette halle de grande longueur et ces pilastres de double hauteur là, qui ont une force assez importante, et ces grandes baies vitrées. Donc on a défini pour tout l'îlot un socle commun fait de grandes pilastres en béton préfabriqués sur une double hauteur et intégrés rez-de-chaussée et niveau 1 dans le même ensemble. Donc avoir un dialogue avec ce qui est juste à côté, cette halle Maxwell, et travailler avec ce qui est déjà là. Ensuite, on a pris un des deux grands îlots à cour, le premier dont on s'occupe plus particulièrement, et on a défini sur, donc je redis, là on a 60 mètres par 80, quoi, en gros. On a défini avant tout une structure, en se disant, finalement, on met au point une structure, un système poteau-dalle pour l'ensemble de l'îlot. Pourquoi? Parce qu'on peut de cette manière limiter la matière, c'est-à-dire que si on fait des poteaux plutôt que des voiles, on a moins de matière. Cette disposition permet aussi de faire une partie des bâtiments en bois et l'autre partie en béton. Tout n'est pas en bois, il y avait ces idées au début du village olympique, puis il y a certains bâtiments en bois, d'autres en béton. Donc cette trame de 6 mètres permet de répondre aux deux. Et puis quelque chose qui est très important pour nous, c'est l'évolutivité des logements, ne pas les figer à leur état initial, mais qu'ils puissent évoluer, donc qu'on puisse enlever les cloisons et transformer les logements comme on le souhaite. Sujet d'autant plus important qu'il y a une phase d'un mois avec les Jeux Olympiques où on aura des chambres à rajouter, donc cette évolutivité est aussi nécessaire pour cette période des Jeux Olympiques. Phase 2, on a défini des joints de dilatation finalement dans ce grand ensemble en recréant des petits immeubles, des petites copropriétés. Saint-Denis souffre quand même de ces grands ensembles. On a souhaité éviter les grands ensembles. C'était quelque chose qui était vraiment compliqué pour les élus et pour l'histoire de ce site, même si on allait très bien. On a souhaité rediviser justement cet îlot. Ensuite, mettre des cages de circulation avec des paliers qui donnent sur l'extérieur, donc éclairer toutes ces cages de circulation. Grâce aux Jeux Olympiques, on a besoin de 2 ascenseurs par cage. Et puis après, dessiner nos logements
sur ce principe-là, et puis que finalement la trame dicte la position des cloisons et des séparations entre les pièces. Et donc cette évolutivité permet d'avoir soit des séjours cuisine traversantes avec des chambres de chaque côté, nord et sud, soit si on veut mettre les chambres au nord et puis les salons cuisine au sud, c'est possible avec cette disposition. Donc on a essayé de travailler entre structure et plan, qui est une sorte de quelque chose qui correspond entre le plan de l'architecture et la structure et qui permettent cette évolutivité. Donc voilà le bâtiment, un îlot, le premier îlot de cet ensemble-là, où on voit que les bâtiments donc, ils sont fractionnés, c'est des immeubles différents, des copropriétés différentes, il y a des épanelages qui sont différents, mais ils sont posés sur ce socle commun qui dialogue avec la halle qui se trouve en face. Et on a eu à dessiner une volonté des acteurs d'avoir une tour, une émergence à 50 mètres et qui doit être la tour signal du village des athlètes. Alors, une tour signal, c'est très casse-gueule en fait, une tour signal, d'autant plus que c'est du logement, donc faire un signal d'un bâtiment de logement, c'est peut-être pas ce qui est le plus approprié. Et puis on avait très peur que ce signal puisse devenir obsolète, et plus adapté après les Jeux Olympiques. Donc ce qu'on a fait, on a regardé, voilà cette tour qui se trouve en face du pont qui va accéder à cette partie universelle. On a regardé ce qu'il y avait à côté. Mais à côté, il y a la centrale électrique avec cette nef extraordinaire de la Cité du Cinéma qui va être un restaurant pendant les Jeux Olympiques, où il y a ces grandes structures métalliques qui sont là et qui ont fabriqué cette halle-là, la halle Maxwell et les autres. C'est des cathédrales de verre et d'acier qui sont avec des dimensions assez exceptionnelles. Alors on s'est dit que si on pouvait assembler finalement de l'acier entre de différents aciers, de l'aluminium, on pourrait trouver un dessin un peu précieux qui permette finalement à ce bâtiment de devenir complètement singulier, être le seul bâtiment en acier finalement sur le village olympique, sans faire pour autant un geste de démonstration. Donc c'est tout le bâtiment que l'on a fait en acier, avec des poteaux en croix et des allèges en aluminium analysé, et qu'on a dessiné du haut jusqu'en bas en acier. Donc le socle est également en acier, les portes sont ici en aluminium, mais on fait un mélange entre aluminium et acier. Donc on a réussi à rendre ce bâtiment singulier sans en faire un geste architectural, simplement en se référant à ce qui était déjà là et en donnant un sens à la présence de ce bâtiment. Et puis pour clore le sujet compliqué, il a été demandé également de faire une œuvre artistique sur le toit. Donc on a l'objet signal, la tour signal, et puis faire une toiture particulière où on doit travailler avec un artiste. Alors finalement j'ai pris Charlotte Vergely comme artiste, qui était la plus adaptée finalement pour travailler sur ce sujet. Et finalement, qui a regardé un petit peu comment est-ce qu'on pouvait se sortir de cette affaire en regardant l'histoire de ces Jeux Olympiques. En 1924, il y a eu les Jeux Olympiques à Paris. Donc en 2024 sera le centenaire des JO. Et à cette occasion, Pierre de Coubertin avait dessiné les anneaux olympiques. Il les avait dessinés en 1914, mais un peu plus tard, ils ont été utilisés pour les JO de Paris en 1924. Donc, on a retrouvé les premiers croquis de Pierre de Coubertin qui étaient faits de segments de droite et d'arcs de cercle qui préfiguraient un peu les anneaux. Le travail a été de décomposer ce dessin et identifier les segments, leur longueur et les arcs de cercle également, les numéroter pour après les réassembler autour des anneaux de manière aléatoire et un peu abstraite pour en faire en fait quatre façades, 4 abstractions résultant des premiers dessins de Pierre de Coubertin.
On a ensuite, pour faire ressortir le dessin, utilisé des vitraux, comme le fait si bien Soulages, et puis également pour protéger ce belvédère, parce que c'est un belvédère accessible pour tous les gens de la copropriété. Et on a dessiné, on a pu monter plus haut que les 50 mètres grâce au programme du belvédère, et dessiner cette abstraction des Jeux Olympiques en référence au premier dessin de Pierre de Coubertin, et qui a comme usage un grand belvédère. Alors ce grand belvédère, il regarde le territoire, hein. Il y a le Sacré-Cœur, Montmartre et la Tour Eiffel ici, et puis ces anneaux que l'on voit également à l'intérieur, depuis l'intérieur de ce belvédère. Donc normalement en 2024, on devrait pouvoir voir cette réalisation. Un autre projet qui parle de l'histoire des lieux, c'est un concours qu'on a gagné la semaine dernière, qui est un parking à Versailles, qui est sur le site de Satory, ici. Le château de Versailles est là, on reconnaît, et puis il y a tout ce quartier, qui est un ancien quartier militaire, et qui va être transformé en ville, en fait, un vrai quartier d'habitation. À Versailles, l'eau est affleurante avec le sol, donc on ne peut pas creuser. Donc les parkings ne sont pas en infrastructure, mais en superstructure. Et donc, il y a eu un concours pour faire le premier bâtiment finalement de ce secteur, de ce nouveau quartier. Et le premier bâtiment, c'est un parking, puisqu'il faut commencer par se garer. Avec cette forme un peu particulière d'un triangle, parce que un parking en triangle, c'est pas non plus évident à aménager. Et puis en face, voilà, un bastion. Il reste encore quelques fortifications qui existent et qui marquent assez le site. Il y a aussi, si on dézoome un petit peu, des éléments assez structurants du territoire, comme l'aqueduc du Buc, qui est un aqueduc assez beau que l'on voit dans le territoire, et qui montre également la matière de Versailles, qui est faite de pierres de Saint-Maximin, celle de Paris, et puis aussi de pierres meulières un peu plus jaunes qu'on voit ici, qui constituent beaucoup des maisons et des immeubles de Versailles. Donc ça nous a intéressé également de travailler avec ces tonalités. Et on a regardé enfin l'eau sur le site de Versailles, qui est assez intéressant parce que les eaux ont été captées, ont été détournées pour faire les bassins du château, mais il y a des cours d'eau qui existent et on retrouve ce thème de l'eau sur l'ensemble du secteur de Versailles et Satory. Donc voilà la réponse que l'on a faite pour le concours. Donc c'est un bâtiment qui prend la forme de la parcelle un peu triangulaire. Et puis finalement, on a décidé de laisser un vide en partie centrale, dessiner un bâtiment finalement pas très haut, il fait que 3 niveaux, et puis renforcer son côté horizontal en définissant un socle en pierre massive, assez différent du reste, mais qui insiste sur le caractère horizontal du projet. Le programme au rez-de-chaussée, c'est un restaurant, donc ça permet également de définir un programme un peu différent. Et puis de la brique en partie haute, de la brique jaune, un peu comme la pierre de Meulière. Voilà le plan, hein, c'est un plan de parking avec en partie centrale finalement un bassin d'eau. Voilà, un bassin d'eau qui gère les entrées entre le parking et le restaurant. Donc voilà ce parking avec son socle en pierre, la superstructure entièrement en briques ajourées, parce que c'est des parkings qui sont ventilés à 50%, donc il faut que l'air puisse traverser, hein, donc il faut faire une sorte de mouche à rabier, quoi. Et puis ce bassin d'eau là qui invite à rentrer soit dans le parking, soit au restaurant qui se trouve à gauche. Le système de la brique, en fait, on a mis en œuvre la brique de cette manière avec des lits horizontaux, et puis après on a mis la brique sur champ de manière verticale, hein, comme on voit ici sur le plan, ce qui permet, quand on la tourne à 45 degrés, de permettre la ventilation, mais en face de ne pas voir les voitures qui sont dans le parking. Donc voilà le restaurant qui aura au rez-de-chaussée, qui aura la vue sur le bassin et puis sur le paysage autour. Et puis la façade du parking qui perd un peu son caractère de voiture et reprend aussi des couleurs de Versailles et des matériaux que l'on trouve à côté.
Donc ça, c'est la terrasse du restaurant qui se trouve au rez-de-chaussée. Alors, autre thème, où est-ce que j'en suis? Ça va. Autre thème sur la réinterprétation, et qui est un sujet aussi qu'on a développé sur certains projets, de langages architecturaux ou de dispositifs architecturaux. On a fait un petit bâtiment de logement sur une place Carnot à Lyon. Ça, c'est cette place Carnot. Ça, c'est la gare de Perrache. Et entre les deux, avant, il y avait le cours de Verdun, un grand cours, le long duquel il y avait des restaurants, des hôtels qui étaient très agréables. Et puis, dans les années 60-70, donc nous, on a eu à construire, si je reprends le plan, la place Carnot. Ici, là, il y avait un petit hôtel, voilà, cet hôtel de Nice qui était là, le long du cours de Verdun, avec ses grands arbres qui donnaient sur la place, avec un restaurant au rez-de-chaussée. Et puis, dans les années 70, voilà ce qui s'est passé. L'autoroute est venue se positionner en lieu et place de ce cours de Verdun, avec un centre d'échange qui a complètement bloqué la presqu'île entre la partie nord et la partie sud. Donc, une blessure dans la ville extrêmement forte, mais qu'on a vu par ailleurs dans d'autres villes dans ces années-là. Et notre petit hôtel de Nice, il s'est arrêté de fonctionner, les restaurants sont fermés, etc., parce qu'on a dû faire face à l'autoroute qui passait devant les immeubles. Alors, voilà le bâtiment de logement qu'on a fait, en fait. On voit ici devant cette infrastructure, et on voit les immeubles avant qui étaient ici avec des terrasses, mais maintenant devant l'autoroute, c'est plus difficile. Ce qu'on a voulu faire, c'est travailler la continuité de ces immeubles en se disant on va faire un immeuble qui ressemble à un immeuble et qui n'est pas un immeuble de réponse à l'autoroute, mais un immeuble comme les autres. Un jour, cette autoroute ne sera plus là et on refera un cours ou une allée. Donc voilà le dessin que l'on a fait. Ça, c'est les bâtiments à côté. Ça, c'est notre petit immeuble. Et le travail était de travailler en continuité avec ce qui était à côté. Comment est-ce qu'on a répondu à l'acoustique de l'autoroute ? On a travaillé avec ce travail de réinterprétation de la double fenêtre qu'on retrouve dans certains bâtiments. Ça, c'est un immeuble de Soufflot près du tunnel de la Croix-Rouge, justement, où on a installé une deuxième fenêtre. On connaît ça, il y a souvent des petits volets entre les deux, puis il y a ces deux fenêtres qui permettent de traiter l'acoustique. On a réinterprété ce thème-là en travaillant sur une épaisseur de façade et deux fenêtres, une à l'extérieur, une à l'intérieur, qu'on dessine ici, avec un petit bout de balcon à l'extérieur. Voilà la façade. Ce dispositif a permis de traiter l'acoustique entre l'autoroute et les logements, mais aussi de permettre de vitrer 60% de la façade. C'est-à-dire que le fait d'avoir une double fenêtre, il y a une tampon thermique qui est très intéressant et qui permet de vitrer beaucoup plus les façades. Donc voilà la façade du haut en bas de cet immeuble de logement. C'est un immeuble de logement social pour 3F. Et voilà le plan de ce bâtiment. Finalement, cette double fenêtre, ça nous a fait travailler sur une façade épaisse avec ces U qui définissent finalement des bibliothèques dans les salons et des placards dans les chambres. Donc on a créé en fait un usage avec cette épaisseur de façade que l'on voit ici. Ça c'est la livraison, donc c'est pas encore aménagé, mais on voit ces petites niches qui pourront être utilisées, mettre des meubles dans les logements. On voit ici les doubles fenêtres que l'on retrouve sur la totalité. Voilà le rez-de-chaussée, ça donne aussi ces U, une sorte d'épaisseur de façade. Ça sont un rez-de-chaussée en béton gommé. Et puis un deuxième travail sur l'accès à la petite cour intérieure, parce que ce bâtiment, on ne pouvait pas être aussi profond, donc il y a une petite cour qui reste derrière. Comment y accéder et comment distribuer? Finalement, on a réinterprété la porte cochère qu'on connaît tous, qui est un espace non chauffé avec la bibliothèque, avec les boîtes aux lettres et puis les accès des immeubles de chaque côté. Finalement, on a créé une allée qui n'est pas chauffée avec les boîtes aux lettres et puis après on rentre pour prendre l'ascenseur ou l'escalier, ce qui permet de donner un autre souffle aux entrées d'immeubles qui sont souvent petites, on ne peut pas faire beaucoup de surface. Et donc cette idée de l'allée cochère qui vient regarder la cour intérieure permet de donner plus d'ampleur aux entrées des logements. Voilà ce bâtiment dans son contexte et qui, dans quelques années, sera
peut-être plus au bord d'autoroute, on verra. Dans la réinterprétation, on a travaillé à Orléans. Où on a eu à faire un projet un peu gonflé de faire un immeuble de bureau, en fait le siège de la région centre, dans le centre historique de la ville. Donc le centre historique, c'est des petites rues, des pans de bois, etc. Et on a dû faire un immeuble de bureau de 5000 m². Voilà l'accès au chantier, finalement, dans des rues extrêmement étroites, donc les camions ne pouvaient pas passer, et ça nous a défini tout de suite une manière de construire, puisqu'on ne pouvait pas y accéder en camion. Voilà ce qui est autour de cet immeuble de bureau. Voilà le centre d'Orléans, qui est beaucoup en pan de bois. Donc on s'est dit, bon, on va refaire un bâtiment en ossature bois, finalement, construction à sec, qui permettent qu'on arrive avec la matière première pour réaliser le chantier. Et puis, on a finalement repris le système des pans de bois avec des solives bois pour les planchers, des planchers en bois, et tenter finalement que cette trame de bois à l'intérieur puisse se lire sur les façades. Donc finalement, il y a une grille en bois extérieur qui sont les raidisseurs finalement des poteaux intérieurs et qui permettent de lire la structure à l'extérieur. Donc voilà ce bâtiment qui est là avec, voilà, ça c'est les trames de bois, il y a des poteaux à chaque trame, et qui tente de dialoguer avec ce qui est déjà là. C'est également une trame de bureau, donc qui correspond aussi à une trame de 135 qui correspond à des bureaux. Ici, ce qui nous intéressait, c'est le dialogue, finalement, la relation qu'on a pu faire avec les tonalités des bâtiments à côté. Le socle est en pierre de soupe, c'est une pierre que l'on trouve à côté d'Orléans, et puis toute la superstructure est en bois. Voilà le plan du bâtiment avec toute cette trame là de 135 que l'on voit partout, hein, c'est que des solives en bois, et qui dégagent des grandes terrasses aux extrémités qu'on voit ici. Donc on est vraiment à côté de la cathédrale, donc c'est un sujet d'écriture et de structure qui a été assez compliqué et assez regardé par les ABF, et ici c'est la préfecture et le préfet. Voilà ce bâtiment qui est aujourd'hui donc une annexe du siège de la région centre dans le cœur d'Orléans. Dans les réinterprétations, j'ai un dernier projet à vous montrer qui est toujours à Lyon-Confluence, où on a fait cet immeuble-là, qui a une position très particulière sur l'esplanade de François Mitterrand, qui est au bout de la gare d'eau, cette darse. Et compte tenu de sa position particulière qui fabrique une des façades de la place de cette esplanade, il était demandé en concours d'avoir un bâtiment dont les 2 premiers niveaux seraient des bureaux et les niveaux supérieurs des logements. Finalement, on a regardé là aussi un peu dans l'histoire des éléments qu'on trouve intéressants, les premiers immeubles de rapport qui ont été faits, qui étaient, pour ces questions de rapport, des immeubles avec des fenêtres qui étaient régulières, qui étaient des logements qui pouvaient justement se louer, se revendre, et donc il y avait une sorte de possible évolutivité des logements. On en a jusqu'au 20e, début 20e, des immeubles de rapport qui sont assez intéressants. Ça, c'est à Lyon, l'immeuble Barrios, ça, c'est le Palais de Flore, qui sont des immeubles où on retrouve des bureaux ou des logements indifféremment, hein, entre les niveaux. Il y a des niveaux avec des appartements et puis des bureaux qu'on trouve. Justement, aujourd'hui, si on cherche des bureaux de petite taille en centre-ville, il n'y a aucune offre en neuf, en fait. Il faut aller dans un quartier tertiaire ou se mettre dans un immeuble ancien. Et l'idée de pouvoir recréer des bureaux, pas pour des sièges sociaux, mais de petite taille en centre-ville, nous paraît assez pertinent pour des architectes, par exemple. Et donc on a répondu au concours en proposant la totalité de l'immeuble réversible, c'est-à-dire qu'indifféremment, on pourrait utiliser les niveaux en logement, en bureau, et on pourrait voilà, modifier cette disposition tout au long de la vie du bâtiment. Donc pour ça, on a défini une structure assez large, on a porté en fait la structure sur les poteaux extérieurs, et puis avec une file à l'intérieur. Donc ça veut dire qu'il n'y a aucun point dur à l'intérieur
du volume du bâtiment, et on a défini 2 plans, un plan de bureau qu'on voit au-dessus avec les noyaux et des toilettes autour de gaines verticales, et puis en dessous le même plan, les gaines sont les mêmes mais en plan de logement avec des logements d'angle, des logements traversants en partie centrale. Donc on a dimensionné les circulations pour que ça marche entre bureau et logement, et on a fait des étages plus élevés, on a 3 mètres de dalle à dalle finalement, qui permet d'avoir des bureaux. Donc quand on est sur des balcons, quand on a 2,80 m libres, c'est pas le même aspect que quand on a 2,50 m. Et puis voilà, à l'intérieur de ces logements au bureau, on a des planchers béton-bois connectés, donc des grandes portées qui portent depuis les poteaux jusqu'à l'intérieur des logements. Et on a ces fenêtres régulières qui permettent, on voit bien ici, on peut faire un logement, on peut faire des bureaux, et d'avoir des portes-fenêtres régulières permettre cette disposition réversible. Alors, j'aimerais, pour peut-être terminer, parler d'un dernier thème que l'on aime bien, c'est aussi sur le caractère des bâtiments et des références que l'on a mis, que vous connaissez certainement, l'abbaye du Tournai, Dom van der Lam, le lac de Côme, la lumière de Chillida, la végétation avec l'architecture de Geoffrey Bawa, ou le rapport nature et architecture aussi de Paulo Mendes da Rocha. Donc tous ces sites, ces projets, ces architectes parlent de caractère et d'atmosphère. Il y a un projet qui parle de ce thème, en tout cas c'est le thème qu'on a retenu pour dessiner notre projet. C'est un projet à Pantin, le long du canal de l'Ourcq. Ce canal qui alimentait Paris en eau potable au départ et puis qui est devenu une voirie. C'est un des seuls lieux de la métropole où on peut vivre au bord de l'eau sans avoir une route qui sépare les logements de l'eau. Donc c'est une situation assez particulière, une situation de canal encore un peu industrielle. Même le New York Times avait parlé de la version française du Williamsburg de Brooklyn. Parler un peu du caractère du lieu. Il y a encore les magasins généraux qui sont là, qui sont maintenant l'agence BETC, qui était avant le grenier de Paris. Et puis il y a cette atmosphère qui se dégage du canal et puis de l'ambiance fluviale et industrielle qui est toujours là. En tout cas, c'est ce qui nous a intéressé dans le projet qu'on a réalisé sur ce site. On a dessiné un projet finalement de logement, c'est des logements, et on a donné à ce projet déjà une forme particulière, pas une forme d'immeuble domestique, mais plutôt d'îlot un peu massif. En fait, c'est un immeuble avec des logements en périphérie, une cour en fait intérieure, avec une typologie de logements traversants. On a des salons traversants, on voit qu'il y en a dans la cour et à l'extérieur, et puis une chambre d'un côté, une cuisine de l'autre. Donc c'est une typologie traversante entre cour et extérieur, avec des grands balcons filants en périphérie. Pour traiter l'intimité des logements dans la cour et puis sur les balcons filants, on a travaillé avec de la brique de verre, donc Pierre Charot est toujours une excellente référence. Et on a retravaillé sur la brique de verre de Charot avec le rond intérieur. Donc ça, c'est le dessin de nos façades. Cette brique de verre qui est tenue par des structures métalliques. Voilà un extrait de la façade réalisée. Avec cette brique qui permet justement de voir ces reflets qui parlent un peu du site, de l'eau et de la lumière, et puis de filtrer la lumière et puis de donner une certaine intimité au balcon intérieur. Donc voilà ce bâtiment dans son contexte, le long du canal à côté des magasins généraux. Voilà aussi le rapport, de la lumière qui se reflète sur la brique de verre et qui dialogue avec le ciel et puis l'eau. Et puis voilà une rue qui a été créée avec ce bâtiment qui est entièrement enveloppé de briques de verre. À côté, c'est un projet qu'on avait fait également, qui était un concours sur lequel on avait travaillé aussi avec de la brique de verre. C'est une réhabilitation de la manufacture des tabacs de Riom, où on avait travaillé sur ce thème aussi de la rue et de l'atmosphère qui pouvait se dégager avec ce bâtiment réhabilité.
Ça, ce sont des logements étudiants qu'on a réalisés au-dessus du Jardin du Luxembourg, avenue de l'Observatoire, pas si loin, où il y a des arbres existants ont été conservés devant, et puis la lumière filtrée avec les feuilles sur la façade en verre donne un caractère assez particulier. Ça, c'est une lumière plus forte, une lumière de soleil d'été qui fait ressortir les volumes du bâtiment que j'avais présenté. Ça, c'est un bâtiment de logement qu'on a fait à Fourvière, une architecture silencieuse, finalement, de logement. Ça, c'est un petit bâtiment à Versailles, où il y a un caractère un peu surréaliste de cette lumière avec les enduits, une lumière de jour ou de fin de journée, on sait pas très bien. Ça, c'est un hôtel qu'on fait à Rennes avec le calme un peu de la massivité sur les thèmes sur lesquels on travaille. Et puis ça, c'est un petit amical lake qu'on a fait à Saint-Étienne où on voit la tension entre l'intérieur et l'extérieur du bâtiment et puis le nouveau regard sur la ville qu'on a offert aux utilisateurs. Voilà, je vous remercie.